Robin Stialewachou, bonjour. Bonjour. Ceux qui vous connaissent diront qu'avec votre tempérament, vous étiez programmé pour briller dans le sport. Votre discipline à vous, ça aura finalement été le rugby. Parti de votre Cameroun natal, vous avez réussi à briller dans un des meilleurs championnats du monde, le top 14. Depuis, vous avez raccroché les crampons, mais la fièvre du rugby ne vous a pas quitté, puisque vous êtes l'actuel président de la Proval, syndicat national des joueurs de rugby. Robin, bienvenue dans Facecam. Merci. Alors, ce que peut-être peu de gens savent, c'est que bien avant le rugby, votre truc à vous, quand vous étiez plus jeune, c'était le basket. C'est vrai. Comment ça s'est fait? On avait un petit panier de basket dans la cour chez mes grands-parents et c'était le sport que pratiquaient la plupart de mes copains, voilà, au collège. Et donc je jouais. Ouais, c'était plutôt mon sport de prédilection et mes idoles étaient plutôt Karl Malone ou encore Dikembe Mutombo ou parler. Et du coup, vous étiez comment sur les parquets? Vous étiez quel type de joueur? Je pense que hargneux. Je dis toujours que je n'ai peut-être pas brillé par mon talent dans mes débuts, mais j'ai plutôt ma persévérance et ma ténacité étaient plutôt la qualité et mon côté généreux quand je jouais. Donc ouais, j'étais plutôt ce joueur assez agressif, assez bataillant, assez combatif. Ouais. Alors vous êtes originaire du Cameroun, le pays des lions indomptables. Alors forcément, on aurait pu penser que vous aurez d'abord été attiré par le football, non? On a toujours au foot, j'ai joué au foot, ouais. Comme tous les jeunes, je pense africains et camerounais. On a tous aimé le ballon rond parce qu'on jouait dans la cour, dans les rues avec les copains, avec un ballon ou un morceau de tissu. Mais on a toujours au foot. Je joue encore un peu, ça m'arrive un peu. Ouais. Le mercredi avec les copains, avec du boulot, ça m'arrive un peu de temps à autre. Et d'ailleurs, forcément, quand on est jeune Camerounais, qu'on suit un peu le football, comme vous le dites, il y a un événement qui a marqué votre enfance. C'est le mondial de 90 oui. Du Cameroun en Italie. Exactement, avec Roger Mila comme meilleur buteur et ce quart de finale. C'est vrai que c'était un événement déjà pour le continent, qu'une équipe face eux, mais je pense aussi le parcours de l'équipe du Cameroun, on avait la façon avec laquelle Roger Mila est arrivé dans l'équipe, le fait qu'il soit meilleur buteur et les buts qu'il a marqués quand on a suivi un peu le truc, voilà quoi. Quand je sais que c'est un événement qui m'a énormément marqué et Roger que je salue d'ailleurs, Sinorega qui est un grand frère que je côtoie aujourd'hui. C'est vrai que c'est resté plus qu'une idole, quoi. En plus, il y avait cette hymne particulière qui nous restait dans la tête, qui était cette chanson. Et c'est vrai que c'était un moment assez émouvant, un moment de communion à la fois pour le pays et pour le continent. Est-ce que justement, à l'époque, le jeune garçon que vous êtes, vous dites mais moi aussi, j'aimerais bien vivre ce genre de moment-là? Non, je pense pas. Je pense que comme tous les jeunes gamins africains, j'ai plutôt une enfance insouciante, quoi. Ouais. Où on pensait plutôt au lendemain là, et à la bêtise qu'on ferait avec le petit voisin et les amis. Non, je pense que c'est chemin faisant un peu. Mon parcours a été ponctué de rencontres humaines qui m'ont conduit. Certains me diront c'était destiné. Je dis je sais pas. Je pense que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment et ça m'a peut-être conduit vers ça. Et comme il y avait peut-être ce facteur, cette envie-là qui dormait, qui sommeillait en moi, elle a eu juste à s'exprimer. Alors voilà, donc plus jeune, vous étiez un petit peu amateur de football, vous avez pratiqué le basket. Et puis, du coup, comment est-ce que le rugby est entré dans votre vie? Un concours de circonstances, on jouait à l'université de Caen, au basket, il y a des joueurs de rugby qui sont passés et qui nous ont un peu branchés, comme on fait, en disant vous ne pouvez pas jouer. Je suis allé faire un petit toucher, je suis rentré dans des boucliers et ça m'a plu. Ouais. Je suis revenu le lendemain et il passait la semaine d'après, ils m'ont invité de nouveau, j'ai commencé à toucher au ballon ovale et tout ce qu'il y avait autour m'a dit émotionnellement, j'ai accroché et à l'époque, Andrea Ganzetti et Olivier Vacher qui étaient là, ils m'ont dit que j'étais fait pour pratiquer ce sport. Comme je dis souvent, j'ai dit en rigolant, mais moi non, il y a hors de question que je me roule par terre. Quand on connaît comment un basketteur fait avec son short, qu'il descend sur les fesses, la paire de basket, et on est propre un peu sur soi. Et ça s'est fait un peu comme ça. Et du coup, quand on est jeune comme ça, quand on se met au rugby au Cameroun, est-ce qu'on n'est pas un petit peu un ovni?
Ah, certainement. Je pense que toute notre génération, que ce soit Arsène Momo, moi, Freddy et toute notre clique, Ndé, Justin à l'époque, nous étions un peu des ovnis d'ailleurs. Je me rappelle quand on allait à l'entraînement avec ce ballon ovale, les gens nous regardaient un peu en disant mais qu'est-ce que c'est ce truc. Mais on vivait quelque chose. C'était intense et tout ce qui se passait autour ne nous parasitait pas du tout. Ouais. Voilà. Et du coup, d'ailleurs, pour vous, le rugby, ça va aller plutôt vite parce que dès l'âge de 19 ans, vous allez connaître votre première sélection avec l'équipe du Cameroun. Qu'est-ce qu'on se dit quand on a 19 ans, qu'on est déjà sélectionné en équipe nationale? Moi, c'était tout simplement surréaliste. Hein. Je me rappelle ma première convocation quand j'arrive à la base navale, parce que c'est là où on s'entraînait un peu, dans cette base militaire. Je trouve des anciens, des aînés qui sont là, et c'est un peu surréaliste. Et je vis le truc, je suis conseillé un peu par certains, et je vis pleinement, de façon assez intense. Je prends tout ce qu'il y a à prendre sans trop me poser de questions, parce qu'on ne savait pas ce qu'il y avait après. Ouais. On ne savait pas ce qui allait se passer en suivant. Et du coup, votre entourage, il en pense quoi de tout ça? Ils ne savent pas trop, parce que genre de rugby, qu'est-ce que ça donne? Genre de foot, on sait ce que... Ça a une consonance, une résonance sur le continent, mais genre de rugby, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, on regarde ça un peu comme ça, on te dit, écoute, amuse-toi bien, mais fais gaffe à tes études à côté, ne laisse pas tomber tout ça pour courir après un ballon qui rebondit de tous côtés, voilà, quoi. Donc, vous avez 19 ans, vous jouez au rugby, vous êtes international déjà camerounais. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites déjà que ça va être, c'est là que vous allez faire carrière dans le rugby? Non, honnêtement non. René Lège, qui était l'entraîneur et sélectionneur à l'époque, je pense le pensait quand il nous voyait jouer, mais moi non, je me disais que c'était une aventure que je vivais, qui allait à un moment donné s'arrêter, elle aurait été belle. Mais j'ai souvent l'habitude de dire que j'ai appris à être professionnel en jouant en pro. Oui. Et voilà, c'est souvent ce que j'ai dit, ça s'est fait comme ça. J'ai pas fait d'école de rugby, c'est pas un sport qu'on pratiquait en famille, non voilà, non. Et du coup, est-ce que le fait d'être international, ça vous a facilité le départ pour l'étranger? Oui, parce que je pense que c'était le postulat, je pense que personne n'aurait compris ou les choses ne se seraient pas faites comme ça. Je ne serais pas allé à la rencontre de mon destin s'il n'y avait pas eu ce match en Tunisie. Les choses ne se seraient pas passées comme ça, je pense, oui. Du coup, d'ailleurs, votre départ pour l'Europe, il se fait comment? Comment ça s'est passé? On va jouer à Tunis, je sais. Mon téléphone sonne, on me dit qu'il y a quelqu'un qui veut voir à la réception. Je me dis, moi à Tunis, qui me connaît, je pensais aller faire la bringue avec les copains. Je descends, je vois un monsieur qui était un agent qui me dit, écoutez, on vous a vu jouer, et ça vous dirait d'être professionnel. Je dis, écoutez, je ne sais pas trop. Voilà les coordonnées de notre entraîneur, René, appelez-le et on verra. Et je passe la soirée. On rentre, mon portable sonne un jour, c'était Michel Pech-Lestrade et le président du stade Riacois qui me disent, écoutez, on a entendu parler de vous, pas un agent, et on a un joueur qui était aussi là, Jawa Desia, qui pense que vous pouvez faire l'affaire, ça vous dirait de jouer. Je dis, ouais, pourquoi pas à certaines conditions. Ils me disent, écoutez, jeune homme, vous commencez à poser des conditions, sans quoi discuter. Et j'ai dit, écoutez, voilà le contact de mon entraîneur, appelez-le et voyez ça avec lui. Et donc René échange avec eux, il me rappelle vers 22-23 heures, il me dit, tu viens, je viens de signer pour toi ton premier contrat pro en France. Voilà comment en fait l'histoire se passe. Et du coup donc ce sera direction Aurillac. Exactement. Et donc quand on passe du Cameroun à Aurillac, ça doit être des paysans, non? Déjà sur le plan climatique, ouais. On passe d'une chaleur au point le plus froid, voilà, de France. Mais rapidement, on va dire, je m'y suis senti bien parce que les gens sont assez chaleureux, voilà quoi, dans le Cantal, et je me suis senti. L'adaptation s'est faite assez vite. On avait la chance encore à l'époque d'avoir des clubs qui étaient structurés, qui étaient formateurs, avec beaucoup plus d'attention. La pression n'était pas la même qu'en aujourd'hui. Et donc après Aurillac, il y a votre adaptation, vous allez découvrir ensuite le top 14 et le Stade Français notamment, vous allez faire une saison. Oui.
est-ce qu'on peut dire que là, vous changez entre guillemets un petit peu de dimension parce qu'en plus, Stade français, qui dit Stade français dit Paris, la capitale, c'est autre chose. C'est vrai. C'est vrai que l'arrivée au Stade français, en plus, c'était à la belle grande époque du Stade français, quoi. Certains ne se rendent pas compte aujourd'hui de ce que c'était sinon le meilleur club d'Europe, quoi. À l'époque du Stade français, quand tu arrives là tout jeune, avec un président qui était un homme qui lui tout seul représente plein de choses, Max Guazzini, tu rentres dans une galaxie, dans une famille. Et c'est vrai que là, je change très concrètement de dimension, d'environnement, d'ambition aussi. Ouais. Et du coup, après le Stade français, ce sera Perpignan. Est-ce qu'on peut dire que c'est là où vous allez réellement vous affirmer en tant que rugbyman? Oui, parce que je rencontre un homme, je rencontre un public, je rencontre une culture. Ouais. Et tout ça fait que je me transcende, tout simplement, et je vis des choses exceptionnelles sur le plan humain comme sportif. Ouais. C'est là que vous gardez peut-être vos meilleurs souvenirs en club? Oui, indéniablement. Ouais. Indéniablement. Je m'amuse souvent à dire, j'ai eu le privilège, la chance de vivre des choses dans ce vestiaire que je pense, sauf privilège divin, que je ne vivrai plus autre part. C'est sûr. Ouais. En termes d'émotion, de rapport, de partage, d'expérience sur le plan humain, c'est surréaliste. Donc Perpignan, vous allez vivre beaucoup de choses positives, beaucoup d'émotions positives, mais il va vous manquer quelque chose, c'est ce titre en top 14, notamment la finale de 2010 contre Clermont. Clermont. Ah, ça c'est... Je pense que ça fera partie de mes manques et de mes regrets sportivement. Ouais, j'en parle avec beaucoup d'émotions parce que j'espère qu'un jour un de mes enfants gagnera un titre pour moi. J'ai gagné le challenge européen, j'ai perdu une demi-finale de Coupe d'Europe, mais c'est la consécration. Le Brennus, ils avaient gagné l'année d'avant, j'arrive, on repart en finale, contre Clermont, on fait un match, et l'ironie du sort en plus, c'est que je suis élu homme du match. C'est pour ça que je dis que c'est cruel parfois aussi le sport, mais on perd la finale. Et d'après vous, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas basculé en votre faveur, cette finale? Vous savez, un match, une compétition finale, ça tient à peu de choses. Mentalement, on n'accroche pas, on fait la petite erreur, je regarde les images. Et aussi, en face aussi, il y avait aussi une destinée, aussi une lignée, Clermont qui avait déjà perdu 10 fois, finale. Voilà. Il était aussi peut-être dit que je ne serais jamais champion de France aussi. Et c'est ça aussi qui a à la fois de magique dans le sport et de brutal aussi dans la vie, c'est que le sport peut à la fois tout te donner et en même temps te refuser un sacre. Le sport peut à la fois tout te donner en termes d'émotion et te créer aussi les grandes frustrations qui puissent exister. Et j'apprécie, très honnêtement, tout ce que le sport m'a donné, parce qu'il m'a permis de m'accomplir, de me construire en tant qu'individu, de faire plein de choses et de rencontrer et de vivre des choses. Je pense qu'il faudrait à certaines personnes 10 existences pour pouvoir vivre et partager. Et grâce au sport, j'ai connu ça. Même moi, je ne me serais jamais imaginé que ce petit garçon qui est parti de Tchang, aujourd'hui, aurait vécu, partagé tout ça. Excusez-moi, il y a un petit problème ici. Voilà, je l'ai partagé avec ma famille, avec des copains, des amis d'enfance. Voilà, il y a quelque chose. Et en même temps, je suis très content parce que je n'ai pas de regrets. J'ai vraiment vécu ma carrière de sportif de façon intense et pleinement. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand il s'est arrêté, malgré toutes les propositions, je n'ai pas voulu repartir. Parce que j'estimais que le cycle était fait, la boucle. Tout ce que je n'ai pas eu, ça veut dire que je ne l'aurais jamais eu, même si je continue à jouer encore 2 ou 3 ans. Donc, pas besoin d'adapter ou de forcer le sort, quoi. Voilà, quoi. Ce que Dame Nature voulait me donner, elle me l'a donné.
Donc je l'apprécie comme ça. Et voilà, et j'écris une autre partie de mon histoire, et tout simplement. Bon, il y a eu d'autres titres, même si manque le top 14, c'est pas si mal au final quand même. Oui, sincèrement, j'en suis très fier. Surtout, vous savez, en fonction du postulat qu'on a, on voit les choses différemment. Oui. Partout où je suis passé, on me disait toujours, tu ne joueras pas, parce que je n'avais que des internationaux comme concurrents. Oui. Partout où je passais, on me disait, voilà. Mais j'ai baissé la casquette, j'étais besogneux, j'ai travaillé et j'ai joué. Voilà, nul n'aurait été l'interdiction de World Rugby, j'aurais quand même fait la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande parce que j'étais convoqué en équipe de France. Donc, tout ça fait que je me dis, écoute, tu as travaillé, tu as apprécié, bon, et ça a payé. On va évoquer un moment marquant de l'histoire du sport pour vous. Alors, il y a une photo qui va s'afficher. On est en 1968 aux Jeux Olympiques de Mexico. Et donc, c'est ces points levés de Tommy Smith et John Carlos. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui va rester gravé dans l'histoire pour vous? Parce que quand je le vois la première fois à la télé et que je suis encore gamin, je ne mesure pas tout ce qu'il y a derrière, tout ce que ça signifie, mais cette image me saisit. Ouais. Je n'ai pas encore la notion de conflit de race, de racisme, d'apartheid en Afrique du Sud du tout, mais malgré toute ma naïveté et toute ma pureté, je sens que ça veut dire quelque chose. Je n'en mesure pas encore la portée quand je suis gamin. Et tout au cours de ma vie, avec le sport, en voyageant, en étant confronté aux médias, parce que durant mes 15 dernières années, j'ai été confronté à ça, je me rends compte rapidement que ça voulait dire quelque chose et que moi, même sans le vouloir, je ne dirais pas responsable, je représente quelque chose. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours fait attention dans chacune de mes actions, de me dire, je ne suis pas là que pour moi. Il y a aussi des jeunes hommes et femmes qui aimeraient, à qui je sois un meilleur parcours que moi. Donc quelque part, je dois être exemplaire. À défaut d'être irréprochable, il faut que je sois exemplaire. Et est-ce que aussi peut-être c'est quelque chose, c'est un leitmotiv qui vous guide dans votre mission actuelle parce que vous avez raccroché les crampons il y a quelques temps de cela maintenant et vous êtes actuellement le président donc, de la Prova, le syndicat des joueurs. Est-ce que justement c'est un de vos leitmotifs dans votre travail actuel? Oui. Vous savez, on m'a souvent posé la question pourquoi est-ce que tu pars dans une mission syndicale et pourquoi tu défends les choses avec autant de conviction et pourtant il suffirait de dire oui. Je dis oui, ce serait facile. Mais je pense que dans la vie, on doit savoir aller vers les compromis, mais on ne doit pas aliéner ses convictions. Ouais. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai raison sur tout et tout le temps, mais je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas de prix. Je pense que notre existence en tant qu'être humain, en tant qu'individu, se résumera in fine aux choix que nous avons faits, aux missions, aux combats, aussi modestes soient-ils, que nous avons pu porter, incarner. Et c'est ça qui, quelque part, donne un sens à ta vie ou pas. Et c'est pour ça que, même malgré les coups que j'ai pu prendre ou que j'ai pris avec ma réélection qui a été super compliquée, hyper médiatisée, je me suis toujours accroché en me disant je fais d'abord ça par passion, parce que je crois en certaines choses. Ouais. Et je vais faire tout ce que je peux. Je préfère échouer, mais je préfère essayer, aller au fond et échouer. Et tous les jours, quand je dois prendre des décisions dans ma fonction de président syndicat, chaque fois, je me dis, tu es la voix d'eux. Voilà. Fais, même si c'est dur, même si c'est compliqué par moment, prends la décision qui sera la plus juste possible. C'est pas toujours simple. Ouais. C'est pas toujours simple. Mais je me dis, voilà, fais-le. Au moins, tu auras pris ta part de responsabilité. Et l'avenir dira, on verra bien. On verra bien demain. Alors, avant de se quitter, j'ai encore une dernière question pour vous. Si lorsque vous étiez plus jeune, on vous avait dit que vous alliez faire carrière dans le rugby, découvrir l'Europe et le monde aussi d'ailleurs grâce au rugby, pour finalement finir par diriger le syndicat national des joueurs de rugby, qu'est-ce que vous auriez dit? J'aurais dit, c'est un rêve. Je pense que oui, j'aurais dit, c'est un rêve. Alors, moi, il n'y a pas longtemps, on m'a dit,
Ça ne te dit pas d'écrire un livre sur ton parcours, ton histoire. Et j'ai demandé à réfléchir. Et je me suis posé une question. Je me suis dit, en fait, est-ce que ce qui a de la valeur pour moi, c'est de partager mon expérience avec le plus grand monde, ou en fait, c'est de partager mon héritage? Et la réponse pour moi, dans l'idée, ça a été mon héritage. C'est pour ça que mes enfants, ma famille, j'essaie du mieux que je peux de leur faire partager ce que j'ai dans les tripes. Parce qu'en fait, je dis, c'est ça que je veux qu'il reste au jour où je partirai. Que mon fils se dise, bah, écoute, voilà, mon père, il a fait ça. C'était le premier Africain joueur président d'un syndicat. C'était le premier Africain actif à être à la tête de la fédération de tous les syndicats des sports en France. C'était, voilà. Et que tant bien que mal, il a essayé de faire quelque chose à sa façon et de se dire, mais s'il a fait ça, mais moi, qu'est-ce que je peux faire aussi? Comment je peux aussi écrire un peu mon histoire? C'est cet héritage-là que j'ai envie de laisser, plus que de partager. Donc, oui, j'aurais dit que c'est un rêve, mais je pense que, grâce à Dieu, je l'ai vécu bonnement, d'une certaine façon. Et c'est très bien comme ça. Merci beaucoup, Ramès, pour cet entretien. Merci.